Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite compile. Car en ce moment, je suis sur pas mal de choses. Et vous allez peut-être voir des nouvelles choses sur la chaîne de Delcor et qui sait, la mienne. Allez, sur ce, tu peux t'abonner et liker pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Arzil Story. Allez hop, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laure. Aujourd'hui, c'est une femme de 28 ans et elle n'est plus retournée à cet endroit depuis cette histoire. Laure, elle nous explique qu'elle a un chalet au bord de la mer qui appartient à sa famille. À cette époque, elle a environ 15 ans. Elle nous dit aussi que son chalet se situe au nord des États-Unis, mais qu'elle ne veut pas divulguer l'endroit précis du lieu. La famille de Laure a une habitude, c'est de fêter le 4 juillet dans leur chalet qui est au bord de la mer. Autour de ce chalet se trouve de l'eau, de la forêt qui est assez dense et quelques voisins. Laure croise généralement ses voisins à la même heure, sauf une famille, celle qui détient le chalet abandonné. C'est que ceux qui ont le chalet juste à côté de chez eux sont des Européens qui viennent pratiquement jamais aux États-Unis. Laure suppose qu'ils conservent la propriété pour maintenir une sorte d'actif aux États-Unis. Bref, un peu avant le 4 juillet, sa famille s'installe dans le chalet avec toute sa famille. Il y a les cousins de Laure et ses frères. Mais Laure et tout ce petit monde ont une mauvaise habitude, c'est qu'ils fument des substances. Et pour ne pas se faire choper, ils décident d'aller fumer dans le chalet voisin abandonné, pour éviter d'être pris la main dans le sac. C'est plutôt amusant, Laure adore cet endroit car elle a l'impression d'être dans une capsule temporelle des années 80. Puis ils visitent un peu les lieux. L'une des pièces est totalement marron, le salon principal est juste à côté de la salle à manger. Et dans la cuisine, il y a un vieux verre de vin qui traîne. Laure, ses cousins et son frère peuvent bien voir que d'autres personnes ont eu la même idée qu'eux. Ils peuvent apercevoir au sol des bouts de joints, des empreintes de pas, de vieilles bouteilles de bière et d'autres étiquettes modernes. Les meubles du chalet ont été déplacés. C'est le rêve pour tous les ados qui ne veulent pas être chopés. Et puis, de toute façon, les propriétaires ne viendront pas, donc c'est tout bénef pour eux. Après qu'ils aient fini le tour du chalet, Laure a vu un sous-sol. Elle ouvre la porte du sous-sol, puis fait signe aux autres de venir. Dans ce sous-sol, il y a un escalier qui mène à quelque chose d'autre. De là où elle est, Laure, elle peut voir que des briques, mais rien de particulièrement intéressant. Bien sûr, au fur et à mesure qu'ils viennent dans cette maison, ils ont émis une théorie comme quoi il y aurait un tueur en série qui vivait au sous-sol, ou qu'il y aurait une collection de cadavres enterrés au sous-sol. Et donc, généralement, personne ne s'y rend. Mais bon, vous connaissez les jeunes, leurs défis et leurs démonstrations de bravoure. Les jours passent, Laure et ses 3 cousines, plus son frère, sont allés au chalet abandonné, pour aller fumer et bavarder à propos de leur famille. La petite famille s'installe, bien sûr, le sujet du sous-sol est abordé. Ils ont commencé à rire et ont parlé de qui aurait le potentiel pour aller là-bas. Qui survivrait probablement à un tueur en série vivant au sous-sol. Ils rigolent en se disant que le tueur attend sa prochaine victime. Puis ils se sont tous approchés pour voir la porte qui donne au sous-sol. Mais là, surprise, la porte du sous-sol est déverrouillée, ce qui est inhabituel, car elle est toujours fermée. La seule occasion où elle est déverrouillée, c'est quand Laure et ses cousins y jettent un coup d'œil. Ou que un de ses frères va là-bas pour faire paniquer toutes les filles. Mais le truc, c'est qu'ils referment toujours après. Puis ils se sont dit que ça doit être d'autres adolescents qui ont visité le chalet abandonné avant eux. Puis les filles ont persuadé le frère de Laure d'aller verrouiller la porte. Son frère se lève, les a toutes regardées de haut en bas et leur dit en plaisantant : « Vous n'êtes que des connasses. Vous demandez toujours à un homme de faire ce qui vous fait peur. » Les filles ont rigolé. Mais bon, Laure se dit que c'est le gars de la bande et que s'il y a quelqu'un en bas, il sera le mieux placé pour se défendre. Et puis, c'est un grand gaillard. Le frère de Laure fait 3 pas pour aller fermer la porte que d'un coup, un gros boum se fait entendre. Au début, ils pensent tous que c'est le bois de la maison qui travaille. Puis, il y a un autre coup. Le frère de Laure regarde les filles et dit : « C'est quelle connasse qui fait des bruits pour me faire peur ?» Les filles se regardent aussi tout étonnées, mais personne ne se dénonce. Alors, il regarde sa sœur et lui dit : « Tu sais, si tu me demandes de faire quelque chose pour toi et qu'après tu me fais un truc comme ça alors que je te fais une faveur, ça va pas le faire. » Laure, à ce moment-là, elle regarde les filles, car ce coup, ça ne vient pas d'elle. Puis elle remarque que ses cousines sont aussi perdues qu'elle. Donc tout le monde se regarde comme ça, confus, anxieux de tout ce qu'ils viennent d'entendre.
Le frère de Laure en a conclu que c'était elle qui avait fait ce bruit. Et il lui dit Très drôle, Laure. Je savais pas que t'étais aussi marrante, toi. Le truc, c'est qu'il a remarqué que Laure ne rigolait pas du tout. Laure se dit que c'est peut-être leurs parents qui leur font une blague. Et elle lui dit « Allez, va juste verrouiller la porte ». Le frère de Laure continue de marcher et se dirige vers la porte, mais elle s'ouvre légèrement. Ça l'arrête net dans son élan. Puis d'un coup, il crie On part immédiatement. Elles se sont toutes levées, ont commencé à rassembler leurs affaires, y compris leurs précieux. Et le groupe a commencé à courir rapidement vers la porte d'entrée sans oser se retourner. Mais Laure, elle entend des bruits de pas venant du chalet. Sur le moment, elle pense que c'est son frère et se retourne. Et elle voit un homme commencer à ouvrir le sous-sol. En ayant vu ça, Laure commence à crier. « Mon Dieu, il y a quelqu'un dans ce putain de sous-sol !» Puis tout le monde crie en même temps. « Quoi ?» Le frère de Laure regarde en arrière et dit « Oh putain de merde !» Il prend le bras de sa sœur pour l'aider à courir. Ils ont tous entendu la même chose. Un hurlement de rage, de frustration et de haine. À ce moment-là, ils ont couru tellement vite qu'ils ont fait tomber la moitié de leurs affaires. Les tongs se sont envolés et ils ont continué à courir pieds nus. Ils ont réussi à s'échapper du chalet complètement troublés de ce qu'ils ont entendu et terrifiés. Oh my god, il y avait quelqu'un dans cette maison. Je l'ai vu. Laure peut sentir que son frère est complètement troublé. Elle ne sait pas si cette personne n'était déjà là quand ils se sont installés, mais en tout cas, le mec était au sous-sol. Normalement, dans ce sous-sol, il n'y a que de la terre et des briques. Après avoir couru, ils ont planqué leur substance et sont allés prévenir leurs parents. Ces derniers ont appelé la police, mais quand les policiers sont arrivés, plus personne n'était sur les lieux. Les policiers leur ont expliqué que la seule solution qu'ils avaient, c'était de déclarer cette maison abandonnée. Ils ne l'ont pas fait car c'était trop de papier pour rien. Les frères de Laure y sont retournés quelques jours après et ont trouvé des bébés ratons laveurs morts et des écureuils dans le salon. Laure lui a demandé si les animaux avaient été mutilés ou un truc dans le genre. Mais son frère lui a dit que non, ils semblaient être morts de manière naturelle. Ce qui est bizarre, vous ne trouvez pas, que deux espèces d'animaux meurent au même endroit. Laure en a déduit que c'était un message, qu'il ne faut surtout pas y retourner. Et c'est ainsi que ce thread d'horreur se termine. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Marine, et elle a 23 ans. Marine est journaliste et les bureaux de son journal sont répartis dans plusieurs villes. Dans l'entreprise où elle travaille, il y a de grosses rédactions d'une vingtaine de personnes. D'autres, un peu plus petites, de 2 à 3 personnes. Certains week-ends, elle travaille et quand c'est le cas, c'est souvent dans une petite rédaction. Il faut savoir que dans les petites rédactions, il n'y a qu'un journaliste le week-end. Elle est alors toute seule dans tout le bâtiment. Un jour, en hiver, pour dépanner son collègue, Marine prend son week-end et va donc dans une rédaction où elle n'est jamais allée. D'ailleurs, les bureaux de cette rédaction sont vraiment situés à l'écart de la ville, dans un espèce de coworking partagé entre plusieurs entreprises. En gros, elle nous dit que ça ressemble plus à un grand cabinet médical. Il y a plein de baies vitrées et des couloirs très lugubres, ce qui donne beaucoup de virages. Le bâtiment est construit d'une manière symétrique et au milieu, il y a un grand bureau et pendant la semaine, il y a une personne qui est là pour orienter les visiteurs. Sauf que là, c'est dimanche et il n'y a donc personne, ce qui nous donne beaucoup d'ingrédients d'une recette bien creepy. Déjà, pour vous expliquer la situation, le samedi, Marine n'était pas du tout tranquille et elle avoue même qu'elle n'a pas osé aller faire pipi de la journée, tellement elle avait peur. Ce lieu, le week-end ne lui donne pas du tout confiance et elle a un sentiment bizarre qui ne la quitte pas. On arrive donc le dimanche et la journée du dimanche passe et la nuit commence à tomber. Ça y est, il est 19h et Marine termine sa journée. Elle range ses affaires et elle est prête à partir. Ensuite, elle sort du bureau et là, il y a un petit courant d'air. Marine, elle remarque que la petite lumière du couloir est allumée. Sur le moment, elle trouve ça bizarre, vu que c'est une lumière à détection de mouvement. Mais Marine décide quand même de s'avancer dans le couloir de droite et de regarder. Il n'y a rien. Elle fait demi-tour et regarde dans le couloir de gauche. Et elle peut apercevoir une lumière tout au fond du couloir. Pile ce qu'elle n'a pas envie de voir. Puis elle entend du bruit et voit une ombre sur le mur. Là, vous allez vous dire qu'elle aurait pu juste ignorer le problème et sortir. Mais le problème, c'est qu'elle est obligée de passer par là pour sortir du bâtiment, justement. Marine, elle prend son courage à deux mains et s'avance et interpelle l'individu.
Puis là, elle voit un mec qui sort du couloir, en sueur. Là, l'homme lui demande ce qu'elle fait. Donc Marine lui explique qu'elle est journaliste et qu'elle travaille ici, se perdant un peu dans des détails et demande à ce gars: « Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ?» L'homme lui explique qu'il a une entreprise de taxi qui siège ici, dans ce bâtiment. Tout de suite, ça la rassure un peu et se dit que c'est tout à fait normal. Le type commence à s'approcher un peu de Marine et commence alors à lui taper la discute. Sur le moment, elle a juste une envie, c'est de retourner chez elle. Mais bon, par politesse, elle discute un peu. L'homme lui explique qu'il fait une dépression parce que 3 de ses salariés ont porté plainte contre lui pour harcèlement. Bon à ce moment-là, Marine est beaucoup moins rassurée. Puis elle essaye de faire en sorte de couper court à la conversation. Mais l'homme insiste pour la raccompagner à sa voiture, qui est sur le parking juste à côté. Et Marine nous explique que l'homme essaye de se rapprocher, mais elle l'évite du mieux qu'elle peut. Tout le long du trajet, elle n'est pas du tout à l'aise. Arrivé sur le parking, il commence à lui raconter des trucs et se rapproche de plus en plus d'elle. Sur le moment, Marine recule. Mais plus elle recule, plus il se rapproche. Elle est de moins en moins à l'aise. Déjà que de base, elle sent pas du tout cet homme. Finalement, elle arrive à ouvrir sa voiture et s'asseoir au volant. Mais pendant tout ce temps, l'homme continue de lui parler. Et là, l'homme fait quelque chose d'horrible pour Marine. Il s'appuie sur l'encadrement de sa portière pour continuer à lui parler. La seule chose qu'elle veut faire à ce moment-là, c'est de claquer sa portière, de se barrer, mais impossible, il est sur sa portière. À un moment, elle réussit à trouver un timing où il se repositionne. Marine réussit à claquer la portière et à verrouiller sa voiture. Puis a ensuite pu voir que l'homme a commencé à taper contre sa vitre et à la démarrer. Et derrière elle, elle a pu entendre l'homme hurler de rage. Elle n'est jamais retournée dans cette rédaction et c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alison. Ça s'est passé il y a 1 an, durant l'été 2021. Pour vous mettre un peu dans le contexte, il faut savoir qu'Alison aime bien se balader, notamment la nuit, ou dans des endroits calmes le jour pour avoir le loisir de se reposer et d'admirer ce qui l'entoure. Ce jour-là, Alison a décidé de partir en forêt avec son chien. D'ailleurs, ce dernier est un gros chien qui est censé à la base être un chien de garde, mais bon, au final, il a un caractère peureux. Elle nous dit aussi qu'il fait très beau et vraiment chaud par rapport à d'habitude. Et oui, elle habite en Bretagne. Généralement, elle se balade en forêt, là où il y a beaucoup de monde. Mais cette forêt, il faut savoir que l'on peut la diviser en 4 parties et que seulement une des parties est utilisée par les gens. Les 3 autres ne sont pas aménagées et il n'y a donc que des promeneurs ou des sportifs qui s'y aventurent vraiment. Autant vous dire que c'est plus facile de croiser des animaux que des gens. Alison s'est déjà rendue sur 4 parties de la forêt qui sont très peu connues et où la végétation est luxuriante. Le tout écarté des habitations et des routes. Mais bon, elle a l'habitude d'aller se balader dans cette forêt et elle la connaît depuis qu'elle est toute petite. Donc elle sait où sont les endroits les plus calmes et les plus dangereux. Alison se prépare, prend son sac à dos et y met des biscuits, de l'eau et son portable et embarque avec elle son chien. Elle arrive quelques minutes après en forêt et décide de lâcher son chien pour qu'il puisse se balader librement. Le chien d'Alison s'éloigne mais ne va pas à plus de 30 mètres d'elle. Et quand il voit qu'il n'est pas derrière elle, eh bien il fait marche arrière. Elle arrive presque à mi-chemin et ça fait 1 heure qu'elle marche sur tous les sentiers. Elle est maintenant au centre de la forêt, ce que l'on peut appeler un plateau. Alison nous dit qu'il y a une zone avec peu de végétation par rapport au reste et où justement elle peut voir de plus loin. Elle décide de se poser là et de boire un coup vu la chaleur et en profiter pour manger quelques gâteaux. Puis elle rappelle son chien pour lui donner également à boire puisqu'il n'y a pas de ruisseau dans le secteur. Alison appelle son chien une première fois, mais rien. Une deuxième fois, pareil. Une troisième fois et elle l'entend aboyer. Elle le rappelle une nouvelle fois pour qu'il vienne. Mais il continue d'aboyer et ne se rapproche pas. Après quelques secondes, Alison décide de se lever en se disant que son chien a dû se coincer quelque part. Ou quelque chose comme ça. Ou bien qu'il a trouvé des animaux. Alison passe à travers les broussailles et saute par-dessus des trous, des talus, puis elle se stoppe et se dit « Mais attends, pourquoi il s'est arrêté d'aboyer en fait ?» Alison commence à se poser des questions et crie à nouveau son nom plus fort, mais suivi du prénom de quelqu'un d'autre au cas où il y aurait quelqu'un dans la forêt.
Elle se dit que comme ça, s'il y a quelqu'un qui lui veut du mal, eh bien il pensera qu'ils sont deux, plus son chien, alors qu'au final elle est toute seule. Allison décide alors d'aller s'asseoir derrière un arbre. Elle attend comme ça pendant quelques minutes le retour de son chien, mais pas de signe de lui. Puis décide de se lever et regarde aux alentours et réfléchit au moyen le plus rapide de partir et recommence à crier une nouvelle fois le nom de son chien. Puis appelle une nouvelle fois son ami qui n'existe pas. Et d'un coup, elle a un soulagement. Allison entend son chien qui aboie de nouveau derrière elle, ce qui veut dire que soit il l'a dépassée en la cherchant, soit il a bougé. Mais Allison, elle trouve ça bizarre, car si elle serait passée à côté de lui, il serait venu. Là, Allison, elle décide donc de se diriger lentement dans sa direction et essaye de ne faire pas de bruit. Elle peut voir que son chien fixe une direction en particulier. Il semble affolé. Au lieu de l'appeler, ce qui peut être dangereux, Allison fait un bruit qu'il peut reconnaître facilement. Elle détache sa laisse qui est accrochée autour de sa taille et utilise le bruit métallique qu'elle a l'habitude de faire pour le rappeler dans les balades. Le chien l'entend et vient tout de suite vers elle. Allison fait mine de rien et commence à disparaître derrière une broussaille et se barre en courant vers les sentiers et prie pour croiser du monde cette fois-ci. Pourquoi ? Eh ben, la réaction de son chien n'est pas normale. De base, il revient vers elle en marchant et se stoppe devant Allison pour qu'elle le rattache ou bien qu'elle lui dise de continuer. Mais cette fois-là, il s'est placé juste proche d'elle. Puis, il a regardé derrière en fixant de nouveau la même direction que tout à l'heure. Elle pense clairement que quelque chose cloche. Son chien semble peureux, craintif de ce qui se cache dans cette direction. Allison continue de courir plusieurs minutes vers le chemin un peu plus gros. Après quelques minutes de course, elle arrive enfin au ruisseau, là où se trouve le chemin principal. Elle se stoppe pour récupérer de sa course effrénée et pour que son chien puisse boire. Depuis cette nouvelle partie de la forêt, Allison peut voir les alentours. Et justement, un peu plus loin, il y a un sentier qui est emprunté par les gens. Et ils sont assez faciles à repérer car ils portent des vêtements fluo. Là où elle se trouve, Allison a le dos à la zone d'où elle est sortie. Le chien d'Allison va alors se retourner et aboyer. En même temps, il se place à côté de sa jambe droite et commence à vouloir la protéger de quelque chose. Allison se retourne et un homme habillé en noir et blanc, la vingtaine, ressort du sentier d'où elle vient. L'homme me semble marcher, comme s'il s'était coupé avec des ronces au niveau des jambes. Et surtout, il est légèrement épuisé, comme s'il avait couru pendant un moment. Puis l'homme agit comme s'il était un simple promeneur, ce qui est vraiment très bizarre, puisque pendant cette course, Allison n'a croisé personne. Et l'endroit où il se trouve n'est pas accessible facilement à tous. Allison le regarde fixement et se décale comme si elle continuait son chemin vers le ruisseau. Puis l'homme la regarde en souriant et lui dit « Bonjour, c'est bien de faire une bonne balade quand il fait chaud, hein ?» Allison l'a ignoré et a attendu que l'homme parte. Elle est restée 5 minutes sans bouger, le temps de voir un second groupe de promeneurs sur l'autre sentier. Après quelques minutes, elle voit effectivement un second groupe et se met derrière eux. Elle a maintenant attaché son chien car il semble paniqué après tout ce qui s'est passé. Et Allison décide rapidement de sortir de la forêt. Cette expérience lui aura valu beaucoup de peur, mais Allison vérifie encore plus souvent que son chien soit près d'elle. Car même s'il est peureux, il a eu le réflexe de faire en sorte de la protéger et de l'avertir d'un potentiel danger. Aujourd'hui, elle continue ses balades, mais elle prend un chien de plus avec elle, car le chien est le meilleur ami de l'homme. Et c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sophie. L'histoire se passe en août dernier. Sophie nous dit qu'elle a 19 ans et qu'il y a quelque temps, fin avril, elle a adopté son premier chien. C'est un petit husky, et qui dit husky dit beaucoup de balades et de sport. Il faut savoir que son chien est très gentil et n'est pas du tout le genre à grogner ou même à aboyer. Son chien a plus l'habitude de faire des hurlements de loup. Ce jour-là, il doit être 18h et Sophie sort son chien comme à son habitude. Le chien de Sophie n'a que 6 mois, donc elle l'éduque et lui apprend tout un tas de choses. Ils ont l'habitude de prendre un chemin qui passe vers la gare. Là où elle habite, elle nous dit que c'est une petite ville qui est très propre et très calme. Donc, elle adore faire des balades avec son petit toutou. Le chemin qui mène à la gare, elle l'emprunte souvent. Donc, quand un homme se met à crier « Hé, toi !» au début, elle ne se retourne pas, car elle pense que ce n'est pas pour elle et que cet homme parle à quelqu'un d'autre. Mais l'homme continue à crier, de plus en plus fort, puis court vers elle. Sophie lui demande ce qu'il veut,
L'homme commence à sortir une feuille de sa poche. Sophie s'approche pour voir ce qu'il lui montre, mais l'écriture dessus est illisible. L'homme lui demande où est le vétérinaire le plus proche. Il lui dit qu'il a très bien vu qu'elle a un chien et du coup, il est directement venu la voir. Évidemment, Sophie lui indique le vétérinaire le plus proche. Mais l'homme fait mine de ne pas comprendre. Pourtant, Sophie lui explique au moins 5 fois. Mais l'homme insiste à chaque fois pour qu'elle sorte son téléphone ou bien qu'elle l'accompagne dans sa vieille camionnette. L'homme lui dit que son chien malade est dans le coffre et qu'il est blessé. La discussion dure au moins 15 minutes. D'ailleurs, le chien de Sophie commence à devenir bizarre. Il a la queue entre les pattes et grogne. Puis il s'est mis à aboyer, au point où Sophie a dû le retenir pour ne pas qu'il se jette sur l'homme. Le type devient de plus en plus insistant et en répétant à Sophie qu'il ne comprend pas. Pourtant, elle a bien remarqué que l'homme parle très bien français, et elle aussi. Puis d'un coup, l'homme devient de plus en plus agressif et commence à vraiment s'énerver. Il lui rappelle que son chien est dans sa camionnette et qu'il faut qu'elle aille le voir dans son coffre. La stratégie de l'homme a complètement changé. Il veut que Sophie rentre dans sa camionnette pour lui indiquer le vétérinaire. Sophie a vraiment peur, surtout qu'il n'y a personne dans sa rue. Elle lui a demandé à plusieurs reprises la race de son chien, mais il a complètement bugué. Il ne sait pas quoi répondre. Puis Sophie lui dit que s'il ne comprend toujours pas, qu'il aille voir la gendarmerie qui est juste à côté et que eux vont pouvoir le guider mieux qu'elle. Soudain, l'homme s'est mis à se rapprocher encore plus d'elle et elle peut remarquer que son regard est d'une intensité très noire. Là, elle a pris ses jambes à son cou et elle s'est mise à courir le plus vite possible. Heureusement, le chien de Sophie est très rapide, ce qui l'entraîne dans sa course. Elle s'est retournée un moment pour voir si l'homme les poursuivait, mais ce qu'elle a remarqué, c'est qu'il ne bouge pas. Il les fixe avec un tel regard que ça lui a glacé le sang pendant plusieurs jours. Ils ont réussi à rentrer à la maison sains et saufs. Elle ne sait pas ce que cet homme leur voulait réellement. Est-ce qu'il voulait Sophie ou est-ce qu'il voulait son chien? Elle tient à nous préciser que la camionnette se trouvait déjà là avant son arrivée dans la rue. Dernier détail, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vols de chiens. Donc, elle a directement pensé à ça. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Maya. Cela s'est passé il y a environ 2 ans. Ce jour-là, Maya finit les cours à 16h. Elle dit au revoir à ses amis et part prendre son bus. Arrivée à l'arrêt de bus, elle attend tranquillement, rien de particulier se passe. Son bus arrive et elle s'installe. Puis, après quelques minutes dans le bus, elle reçoit un appel de sa mère. Cette dernière lui demande si elle peut venir l'aider à porter les courses. Étant donné que le père de Maya est très malade, il ne peut pas venir l'aider. Maya accepte et lui dit qu'elle est bientôt arrivée à l'arrêt. Maya descend alors au prochain arrêt. Elle marche pour aller jusqu'au magasin et quelques minutes plus tard, elle voit sa mère qui l'attend sur le parking. Elle prend la moitié des courses et les 2 femmes commencent à marcher. Arrivées à l'arrêt de bus, elles attendent le bus qui les ramène chez elles. Quelques minutes plus tard, le car arrive et elles s'installent. Elles sont arrivées dans leur quartier et l'arrêt approche. Elles demandent l'arrêt et descendent quelques secondes plus tard. Elles recommencent à marcher pour rejoindre leur appartement. Mais il faut savoir quelque chose, pour rejoindre leur immeuble, Maya et sa mère doivent marcher un peu et traverser une petite route avant de pouvoir atteindre tous les immeubles. Après quelques minutes à marcher, elles arrivent enfin vers leur immeuble. Puis Maya peut voir une vieille dame qui est assise sur le banc à quelques mètres d'elle. D'ailleurs, en montant la rue, Maya a pu remarquer que cette vieille dame les regardait et leur souriait. Mais c'est pas le genre de sourire sympathique que l'on peut avoir de temps en temps de quelqu'un. Ce sourire est malsain. Le regard de la vieille femme est aussi terrifiant que son sourire. Maya ne ressent aucune once de bienveillance venant de cette femme. Elle a l'impression que cette vieille femme n'a pas d'âme, ou que son âme est très noire. D'ailleurs, Maya peut apercevoir dans sa main un grand sac poubelle qui a l'air assez lourd. Ensuite, la vieille femme s'approche d'elle et commence à leur parler. Elle leur demande si elles ne connaissent pas un bon avocat. Sur le coup, Maya, elle ne comprend pas et se dit « mais pourquoi elle nous demande ça ?» En même temps, la mère de Maya ressent que la situation n'est pas normale. Elle essaye d'esquiver la question et part. Sauf que la vieille dame insiste. La mère de Maya est un peu agacée et décide de lui dire que non, elle ne connaît pas de bon avocat. Elle continue leur route, mais la vieille dame continue de leur poser cette même question.
et rentre un peu plus dans les détails de son histoire. D'ailleurs, Maya n'oubliera jamais ce que cette dame va leur dire. « Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas un bon avocat ? La police m'accuse d'avoir tué mon mari. Il est mort et il m'accuse. » À ce moment-là, Maya et sa mère, elles se regardent en mode « Attends, on a bien entendu ce qu'on a entendu là ?» La mère de Maya essaye de lui dire calmement « Je suis désolée, toutes mes condoléances, ça doit être difficile. » Puis la femme leur a demandé si elle ne savait pas où se trouve une grande poubelle pour se débarrasser de quelque chose de grand, et par la même occasion de son sac poubelle. La femme leur répète qu'elle est accusée de meurtre et commence à pleurer. Mais Maya a pu remarquer quelque chose, c'est que la vieille femme fait semblant de pleurer. Aucune larme ne sort de ses yeux. La dame commence à faire une comédie et fait semblant de pleurer encore plus. Mais les deux femmes le voient, il n'y a toujours aucune larme qui coule. Puis au bout de quelques minutes, les deux femmes ont réussi à finir la conversation et ont repris leur route. Elles ont accéléré le pas pour rentrer très vite afin que cette vieille dame ne les suive pas. À un moment, Maya s'est retournée pour voir si la vieille femme ne les suivait pas. Mais ce qu'elle a pu remarquer est encore plus terrifiant. Mais la vieille femme ne fait plus semblant de pleurer et a même retrouvé un sourire diabolique. Mais le plus terrifiant est à venir. Elle peut voir la vieille dame lui faire un grand coucou avec ce même sourire. Après être rentrée, la mère de Maya et elle ont commencé à discuter de cette histoire. Elles ont eu la même idée, que le sac poubelle que tenait cette femme pouvait contenir le corps de son mari, ou des morceaux d'êtres humains. Mais les deux femmes ne veulent pas se précipiter pour rien, ou pire, les mettre en danger. Elles décident donc de rester chez elles. Depuis leur appartement, elles peuvent voir la vieille dame. Pendant 1 à 2 heures, les deux femmes sont restées devant leur fenêtre à l'observer. Malgré tout, il y a quelque chose qui les inquiète. C'est que cette vieille dame arrête des petits qui rentrent de l'école primaire seuls. Maya peut remarquer que un des petits que la dame a arrêté est un de ses voisins. Les deux femmes attendent que le petit monte les escaliers pour l'interpeller et lui demander ce que cette dame lui a dit. Le petit voisin leur a alors confié que cette vieille dame l'a vraiment fait flipper, qu'elle lui a raconté des trucs horribles, qu'elle parlait de meurtre et de sacs poubelles. Là, c'en est trop pour les deux femmes. Elles décident donc de rentrer chez elles et d'appeler la police. La mère de Maya leur raconte alors toute l'histoire au téléphone. L'opératrice au téléphone leur explique qu'elle envoie une patrouille. Maya et sa mère regardent toujours depuis leur fenêtre et observent le manège de cette femme. Puis, quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Quand cette femme a vu les policiers arriver, elle s'est levée de son banc, a pris son sac poubelle de malheur et a essayé de partir. Les deux femmes curieuses sont descendues dans la rue et se sont rapprochées pour voir ce que les policiers lui ont dit. Les policiers lui ont alors demandé de s'arrêter au moment où elle voulait partir. Puis ils lui ont expliqué pourquoi ils sont là. S'ensuit une scène inimaginable. Elle modifie toute l'histoire qu'elle a racontée à tout le monde. Elle leur dit qu'elle parlait de son père, puis de son frère. Puis s'ensuit des mensonges de plus en plus incompréhensibles. Maya peut remarquer une chose, c'est que cette femme a mis son sac poubelle derrière son dos. Tout ça pour ne pas que les policiers le remarquent. Puis elle est retournée s'asseoir et a caché son sac poubelle derrière le banc. Les policiers ont commencé à rigoler et à discuter avec elle, puis sont partis, sans même avoir fouillé le sac. Après ça, Maya n'a plus jamais revu cette dame. C'est la première fois et la dernière fois qu'elle l'a vue. Mais elle n'a jamais oublié son sourire, ni son regard, ni même la façon dont elle a voulu fuir les policiers, ainsi que les manipuler. Selon Maya, les policiers ont complètement été stupides pour croire à ces mensonges aussi absurdes. Et c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Théo. Théo a actuellement 19 ans et il est étudiant dans une ville au centre de la France. Il tient à nous préciser qu'il n'est pas un garçon qui a peur facilement. Il est plus le genre de personne à rire devant un film d'horreur. En novembre, Théo a pris le bus tard le soir pour aller chez une amie qui habite proche de sa fac. Plusieurs personnes montent en même temps que lui, dont une fille qui est très jolie. Elle est petite et porte des lunettes. C'est typique le style de fille de Théo. Il a un réel coup de cœur pour cette fille, mais le garde pour lui. Ça fait quelques arrêts que le bus circule et il a un mauvais pressentiment. Dans le fond du bus, il y a un homme qui regarde cette fille avec un air mauvais. Puis Théo remarque que l'homme semble aller au même endroit qu'elle, car les gens descendent mais lui restent. Ils ne sont maintenant plus que 3 dans le bus. Puis la fille descend. C'est aussi le même arrêt où Théo doit descendre. Mais il peut remarquer que l'homme descend également. Là, Théo, il peut voir que cet homme continue de la fixer. À ce moment-là, Théo, il a une idée et prend la décision de suivre l'homme dans le doute qu'il se passe quelque chose.
Il sait que c'est bizarre, mais il a comme un très mauvais pressentiment. S'ensuit quelque chose d'assez flippant. Il traverse les routes qui mènent à la forêt de l'autre côté de la résidence étudiante, tout en suivant l'homme qui suit la fille, mais il peut remarquer que la fille semble nerveuse. Elle commence à accélérer et tandis que la fille accélère, l'homme aussi. Après 2 minutes, elle rentre dans un bâtiment, puis Théo entend un bruit de clé et se cache. L'homme reste pendant 20 minutes à observer la fenêtre de la fille qui s'est allumée un peu plus tôt. Puis, juste avant de repartir, il regarde dans la direction de Théo, puis à l'opposé, et s'en va. Ce type bizarre, Théo lui donne la vingtaine. Il porte un grand manteau marron, une corpulence assez large et mesure environ 1,90 m et a un grand sourire blanc. Cet homme-là, Théo l'a déjà recroisé dans cette ville. Un jour, avec 2 de ses amis, ils sortent du cinéma et vont prendre le bus pour rentrer chez eux. Une fois installé, ce même gars s'est approché de lui et a commencé à lui parler, car sur le coup, il l'a pris pour une fille à cause de ses longs cheveux et veut absolument s'asseoir à côté de lui. Il a finalement abandonné quand il a remarqué que Théo était un homme. Puis le groupe de potes descend et se retourne pour voir si quelqu'un les suit. Il n'y a personne. Avançons un peu dans le temps, 4 mois plus tard. Théo est dans sa chambre universitaire qui se situe en plein milieu d'une forêt, qui elle-même est aux abords de la ville. Si Théo veut rejoindre la ville, il faut y aller à pied, c'est-à-dire à 20 minutes sur des routes mal éclairées, voire pas du tout éclairées, au milieu de la forêt. Il est minuit, Théo est de retour de partiel, il a donc 1 semaine de vacances et ne trouve pas le sommeil. Il décide que s'il n'arrive pas à dormir, il va aller se promener au bord du fleuve. Il enfile alors son manteau et la première chose qu'il note, c'est que son téléphone a 46% de batterie. Pour vous mettre dans le contexte, le téléphone de Théo a la fâcheuse manie de se décharger très vite, sachant qu'il veut prendre des photos, donc il fait le strict minimum avec. Théo sort de chez lui, il met sa tenue habituelle, c'est-à-dire un manteau noir et un chapeau noir, et commence à marcher. Il passe devant la fac qui fait bâtiment abandonné de nuit, avec quelques lampadaires qui éclairent mal, puis tourne 2 fois. Ensuite, Théo se dit qu'il va prendre le petit bois. Il arrive donc sur le chemin et là, il a une mauvaise sensation. Pendant qu'il marche, Théo décide d'aller plus vite, puisqu'il sent comme une présence derrière lui. À ce moment-là, il faut savoir une chose sur Théo, c'est qu'il regarde beaucoup de threads d'horreur. Et il en vient même à se dire « ça vient de derrière moi, j'en suis sûr, je peux plus rentrer chez moi ». Théo accélère le pas pour passer à un croisement, juste devant un lycée. Plus loin devant, il y a une route qui se descend rapidement. Et à sa gauche, il y a un chemin qui lui permet de rentrer chez lui. Là, il se dit juste qu'il a rêvé et continue sa route. Et au pire des cas, il se mettra à courir. De toute façon, il sera plus en sécurité s'il continue sur cette voie vers la ville où il y a beaucoup plus d'habitations plutôt que d'aller vers le lycée à minuit qui est complètement vide. Il continue sa marche un peu forcée, mais il remarque quelque chose. Il y a un bruit de pas en rythme avec les siens. Vous vous demandez sûrement comment il le sait. Théo nous explique qu'il fait de l'escrime médiéval et que grâce à ça, il est capable de mémoriser ses pas et de changer leur rythme assez facilement sans être repéré. Ce qui est très utile à ce moment-là. Les pas derrière lui n'arrivent pas à le copier. Il se retourne et voit brièvement une silhouette qui se cache derrière un arbre. C'est l'horreur pour Théo. Il commence à stresser. Il est presque en crise de panique. Théo décide donc de faire quelque chose qui l'a sûrement sauvé ce jour-là. Il prend son téléphone et recherche sur Google images d'appels téléphoniques. Théo ouvre la première photo qui vient, la télécharge et va dans sa galerie, ce qui rend plus réaliste l'écran et fait semblant d'avoir un appel. 300 mètres plus loin, Théo commence à créer toute une discussion avec une pseudo-copine imaginaire. Comme quoi il allait être récupéré par son père et que là, il part pour le boulot. Qu'il a hâte de la revoir. Bref, une discussion banale. Théo, pendant la discussion, accélère encore plus le pas. Il arrive ensuite sur une grande route très éclairée, puis sur un pont au-dessus du fleuve. Et voilà, la ville, enfin. Sauf que cet appel imaginaire, avec la luminosité, a fait baisser la batterie de son portable à 20%. Et à 20%, la batterie de son téléphone descend encore plus vite. De plus, Théo ne sait pas si la personne le suit encore. Et il va devoir rentrer. Il est maintenant 1h du matin et il se dit que vraiment, là, il n'y a personne dans la rue. Même aux fenêtres des maisons. Et il doit absolument rentrer, car il est fatigué. Ni une ni deux, il fait demi-tour. Il refait le chemin inverse et il a de nouveau le même dilemme.
Soit il passe par le même chemin qu'à l'aller et il a assez de batterie pour appeler un ami, soit il contourne sans savoir s'il a assez de batterie et il faut savoir que le chemin va le rallonger de 25 minutes. Théo décide donc de reprendre le même chemin et il en profite pour appeler le plus de gens possible sans succès. Après 2 minutes, son téléphone est à 15%, mais arrive enfin à avoir un ami à l'appareil. Théo ne peut pas lui raconter tout de suite ce qui se passe car il est de nouveau sur le chemin. Mais cette fois-ci, il ne descend plus, il monte. Donc, il s'essouffle rapidement. Arrivé au croisement avec le lycée, il entend un cri qui vient de sa gauche. De toute évidence, celui d'une femme. Le cri semble venir de la partie la plus sombre de la forêt, là où il n'y a que 2 chemins, soit celui du lycée, soit dans un espèce de tunnel naturel formé par les arbres, qui est éclairé seulement par le feu d'un passage piéton. Théo accélère d'un coup le pas et a la sensation d'être observé. Il met la caméra de son téléphone pour que son ami sur Discord le voie. Il a toujours la sensation d'être observé. Il traverse le passage piéton et il arrive bientôt chez lui. Et là, l'ami de Théo va lui dire quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre. Son ami lui dit qu'il vient de voir quelqu'un dans la forêt. Théo regarde légèrement sur le côté et effectivement, il voit une ombre. Mais quand il regarde derrière lui, il en voit une autre. Le voilà pris en sandwich entre quelqu'un sur sa gauche et quelqu'un derrière lui. Sur sa droite se trouve un mur. Il est vraiment pris au piège. Puis, un second bruit l'effraie. C'est son téléphone qui n'a plus que 2% de batterie. Ce qui veut dire que dans 30 secondes, il n'a plus de téléphone. Théo, il cherche pas à comprendre. Il se met à courir le plus vite possible. Il tourne à droite, traverse la route et arrive dans la rue devant la fac complètement essoufflé. Là, il sait qu'il ne pourra pas recommencer à courir. Donc, il se met à marcher, conscient du danger. Mais Théo ne sait pas si les hommes l'ont suivi. Il regarde derrière lui et ne voit personne. Les bruits de pas derrière lui ont laissé place à un grand silence. Là où il est, il ne peut pas se cacher. Et eux non plus. Ils pensent qu'ils ne l'ont pas suivi. Il avance jusqu'à un arrêt de bus devant la fac et regarde à gauche. Puis d'un coup, il voit quelqu'un courir vers lui. C'est l'un des 2 gars. Théo réfléchit pas, il se remet à courir jusque chez lui. Il ouvre la porte du bâtiment, qui est toujours fermée à clé, mais qui se referme mal, car la fermeture est automatique. Il arrive néanmoins à la fermer et se précipite dans l'escalier, là où il y a une petite fenêtre qui donne sur le chemin d'où il vient. Cette fenêtre a aussi une vision sur la porte de l'immeuble. Après 2 minutes, Théo voit le gars passer par le chemin sur le côté et donc il prend peur. Et court jusqu'au 2e étage, là où se situe sa chambre. Il ouvre la fenêtre et éteint toutes les sources de lumière pour observer dehors. L'homme est là, devant le bâtiment, une lueur pâle dans la main, qui ressemble à un couteau. Après quelques minutes, l'homme repart en direction de la forêt. Au final, Théo n'a plus jamais entendu parler de cette personne. Il n'est plus jamais ressorti la nuit et n'a plus jamais entendu de cris dans la forêt. Puis avec le recul, Théo se dit que les 2 parties de son histoire se concordent. L'homme qui l'a suivi ressemble étrangement au premier homme qui a suivi la fille. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Fanny. Remontons un peu dans le temps et nous voilà en 2000. À cette époque, Fanny se rend à la fac à pied, ce qui représente environ 20 minutes de marche. Mais le chemin n'est pas compliqué, puisqu'il suffit à Fanny de suivre sa rue. Puis arrive un carrefour très fréquenté qu'elle doit traverser pour continuer dans la rue en face jusqu'à sa fac. C'est donc une immense ligne droite. Ce trajet, elle le fait 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi, puisqu'elle rentre pour déjeuner. L'histoire se passe après le déjeuner de Fanny, un jour de partiel. Elle se dit qu'elle ne doit pas du tout traîner pour arriver à la fac et se poser avant un peu l'examen. Fanny, elle a un petit rituel, c'est d'écouter de la musique sur son trajet. Elle prend donc son MP3 et ses écouteurs et part pour le trajet habituel. Sauf qu'au bout de 15 minutes de marche, Fanny voit au loin, devant elle, une selle qui l'interpelle. Un couple qui est clairement en train de se disputer. Elle continue d'avancer et elle voit que l'homme jette la femme violemment contre le mur. Même si Fanny est assez éloignée, elle a bien vu que l'homme était plutôt imposant. Elle ralentit le pas et elle se dit « Oula, la dispute elle est en train de dégénérer ». Elle peut voir que l'homme maintient la femme contre le mur. Il approche son visage de la femme, cette femme tourne la tête et voit Fanny. À ce moment-là, Fanny a encore ses écouteurs. Elle les retire pour voir si elle entend ce que dit la femme. Mais entre-temps, l'homme a tourné la tête et la regarde. L'attention de l'homme est maintenant reportée sur Fanny. La femme a réussi à se dégager de son emprise
et marche en direction de Fanny. Tout le long de cette scène, Fanny n'a pas cessé de marcher. La femme arrive à son niveau et Fanny lui demande si tout va bien. Et là, Fanny aperçoit que la femme est livide, que sa respiration est extrêmement saccadée et qu'elle a l'air terrorisée. Fanny jette un coup d'œil en direction de l'homme qui est resté statique au milieu du trottoir et qui les observe. Là, clairement, Fanny se dit qu'au final, ce n'est pas une scène de dispute. Elle regarde de nouveau dans la direction de l'homme, mais ne le voit plus. Il a disparu. Sur le coup, Fanny se dit « Bon, fin de l'histoire. L'heure tourne, il faut passer ton examen. » Elle commence à faire 4 pas, et là, il y a un mauvais feeling. Puis elle se dit « Mais attends, le mec, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu partir, que ce soit sur mon trottoir ou celui d'en face ?» Fanny fait 4 pas de plus, et là, elle se dit « Meuf, il est accroupi entre 2 voitures, et la prochaine, c'est toi. » Mais bon, il faut bien qu'elle passe son examen, et puis bon, elle se dit que le gars n'a plus l'effet de surprise. Puis, dans environ 50 mètres, elle est à un carrefour hyper fréquenté. Il y a plein de monde, plein de voitures, et il ne pourra rien lui faire avec autant de monde autour d'elle. Fanny arrive à la hauteur où le mec est caché, elle tourne la tête et bingo, le type est accroupi entre 2 voitures. Elle le regarde droit dans les yeux pour lui faire comprendre que c'est raté pour l'effet de surprise. L'homme marque un temps d'arrêt d'1 seconde, puis lui emboîte le pas. À ce moment-là, Fanny se dit « Ok, tu marches à une bonne allure, direction le carrefour. » Et tu réponds de manière directe à ce qu'il va te dire. S'ensuit une conversation lunaire où l'homme lui dit qu'elle est charmante. Il lui pose des questions comme « Tu as un chéri ?» Toutes les questions nulles et clichés. Fanny lui répond qu'elle a un fiancé. Et là, il lui dit « Ouais, mais en fait, je m'en fous. Viens avec moi, je vais te faire ta fête. » Là, Fanny accélère fortement le pas, tout en lui disant qu'elle n'est pas intéressée. Elle arrive enfin au carrefour, puis elle lui dit « Maintenant c'est bon, dégage !» Et comme ils sont entourés de beaucoup de monde, l'homme s'éloigne et prend une rue parallèle à celle que Fanny emprunte. Son adrénaline retombe. Elle tente de se calmer en se disant que l'examen va être compliqué, vu ce qui vient de se passer, mais que ça va, elle a géré. Elle traverse la route et là, deuxième mauvais feeling. Elle se dit « Mais attends, les 2 rues sont reliées à 50 mètres par une petite ruelle. Au prochain croisement, il va être là. » Fanny nous rappelle qu'à ce moment-là, elle ne voit plus du tout l'homme. Sauf que là, elle rencontre un vrai problème. Le quartier de sa fac est un quartier pavillonnaire, habité par des personnes âgées. Donc même si elle hurle à l'aide, personne ne sera en capacité de l'aider. Fanny se dit donc « Ok, j'avance et s'il est là, je verrai. » Et là, elle le voit au croisement, bras croisés avec une attitude désinvolte. Et il la regarde en mode « Maintenant, tu es ma proie, je ne te lâcherai pas. » Là, Fanny, elle tape son meilleur demi-tour et se réfugie dans le dernier commerce qui se trouve dans la rue avant qu'il n'y ait plus que des maisons. Ce commerce, c'est un garage. Quand Fanny rentre dedans, 4 mecs la regardent un peu bizarre, mais la voient essoufflée et stressée. Donc, elle chuchote. « Je viens me cacher ici parce que depuis 10 minutes, il y a un mec qui me suit. Il m'attend au croisement un peu plus loin et je sais que si je continue ma route, on va me retrouver morte, découpée dans une poubelle. » Il se passe 10 secondes et les 4 types se lèvent, chopent des trucs qui ressemblent à des barres de fer et vont jusqu'au croisement. Le patron du garage hurle à l'homme qui va lui faire passer l'envie d'essayer d'abuser des filles et l'agresseur se barre en courant. Quelques secondes après, une patrouille de police est passée. Fanny se met en travers de leur route et leur explique ce qu'il se passe. Ils partent en trombe et rattrapent le type. Ils prennent son identité, mais comme il n'a pas touché à Fanny, ils le relâchent. Elle a appris plus tard que les policiers n'étaient pas là par hasard, que ce type avait agressé plus d'une dizaine d'étudiants de sa fac, dont une amie à Fanny avec une arme blanche. Pendant 3 ans, au mépris de la loi, elle s'est baladée avec une bombe lacrymo dans la poche. Et c'est ainsi que se termine ce 2e thread. Eh bah dis donc, bravo à toi, tu as regardé jusqu'au bout cette compile et ça me fait ultra plaisir. Sur ce, tu peux t'abonner et liker et nous on se retrouve très vite pour de nouveaux threads d'horreur. Plein de bisous!